Recrudescence du choléra dans le pays, les autorités sanitaires s'activent pour assurer la riposte. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale recommande à la population d'observer les règles élémentaires d'hygiène pour se protéger contre cette épidémie. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans l'actualité également, les travaux des génies civils et des constructions de routes, la RN27 long de 285 km sera asphaltée dans les territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi. Nous sommes en Ituri. Voilà tout pour les titres encore une fois. Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 13h30. On revient dans ce journal sur l'accord de paix signé à Washington entre le Rwanda et la RDC. Les organisations professionnelles des médias se sont engagées à le vulgariser. C'était à l'issue de l'atelier de haut niveau organisé à Kinshasa par GED, UNPC et CESAC avec l'appui du ministère de la Communication et Médias. On fait le point avec Yvette Makuntima et Guylain Kassou. L'atelier de haut niveau organisé par le journaliste membre des différentes organisations professionnelles a débouché sur la mise sur pied d'un plan d'engagement stratégique des médias pour la vulgarisation de l'accord de paix signé à Washington aux États-Unis d'Amérique le 27 juin 2025 entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. À l'issue de ces 2 jours de travaux, nous avons mis en place un observatoire des médias pour le suivi de cet accord qui est composé des représentants des organisations professionnelles, des experts des médias, et donc qui auront le travail de faire le monitoring, de faire la surveillance et la mise en œuvre, le suivi quotidien de la mise en œuvre de cet accord. Des propositions claires et concrètes au gouvernement et aux professionnels des médias pour l'appropriation de cet accord ont été coulées dans ce qu'il convient d'appeler la déclaration de Kinshasa. Nous engageons à accompagner la mise en œuvre de cet accord. Adoptons ce jour une feuille de route des actions à mener et la mise en place d'un observatoire pour assurer le suivi du dit accord. Lançons un appel pressant à tous les professionnels des médias de la RDC à faire preuve de la plus grande responsabilité dans le traitement des informations liées aux enjeux de l'heure et à bannir toute pratique susceptible de créer la division et d'exacerber les tensions. Ces assises de 3 jours, soit du 18 au 20 juillet, ont connu la participation de journalistes en danger GED et de l'UNPC avec l'appui du ministère de la Communication et Médias. Je l'ai dit en titre, le choléra tue et personne n'est à l'abri de cette maladie. Il faut se protéger en observant les règles élémentaires d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains pour éviter la propagation de cette épidémie. C'est la recommandation du ministre de la Santé, Dr Samuel Kamba. On l'écoute au micro de Robert Ndaye. Le choléra est en train de sévir dans notre pays avec une grosse flambée épidémique. Et cette flambée épidémique, le choléra, place notre pays aujourd'hui dans une situation où tout le monde doit prendre conscience que nous pouvons tous, chacun à son niveau, arrêter la maladie. Pour arrêter la maladie, c'est assez simple. Je rappelle que c'est une maladie de mains sales, c'est une maladie qui se contamine par l'eau. Et pour arrêter donc la maladie, il faut que chacun prenne des mesures simples. Première mesure, c'est d'abord se laver les mains le plus régulièrement possible. Surtout après avoir été aux toilettes. La deuxième mesure, c'est de consommer de l'eau propre, de l'eau prévue pour être bue. Et pour ceux qui n'ont pas nécessairement de l'eau propre immédiatement, faire bouillir de l'eau. Parce que la bactérie disparaît dès lors qu'on fait bouillir de l'eau. La troisième mesure, c'est qu'il faut utiliser de l'eau propre pour nettoyer les légumes, pour nettoyer les fruits avant de les manger. La quatrième mesure, c'est que il faut absolument consommer des aliments qui ont été bien cuits. Parce qu'encore une fois, la chaleur détruit la bactérie. Mais au-delà de ces mesures pour soi-même, il faut qu'on prenne des mesures pour l'environnement. Une des mesures, c'est vraiment l'hygiène autour de soi. Utiliser les toilettes pour pouvoir faire ses selles. Et ne pas consommer l'eau qu'on a utilisée pour des besoins de sel, notamment au niveau des rivières.
Ces mesures permettent d'éviter qu'on attrape la maladie. Dans un autre registre, lutte contre l'insalubrité dans la ville capitale, l'agence japonaise des coopérations internationales JICA et l'ONU Habitat ont remis des matériels d'assainissement pour la commune de Kimbanteke. La cérémonie des remises officielles a eu lieu à Gombe en présence du représentant du gouverneur de la ville et du bourgmestre de Kimbanteke, nous dit Rodé Panda. C'est l'un des matériels d'assainissement obtenus avec l'appui de l'agence japonaise de la coopération internationale de la JICA et l'ONU Habitat vient répondre à la réalisation du projet de lutte contre l'insalubrité au quartier Kisantu dans la commune de Kimbanteke, ville de Kinshasa. Plusieurs autorités politico-administratives, la police nationale congolaise ont participé à la cérémonie de réception de ces matériels organisée au siège de l'ONU Habitat à Gombe. Avant la remise des matériels, le représentant de l'ONU Habitat et de la JICA ont tour à tour placé émon de circonstances en présence du représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. La symbolique de la remise officielle de ces matériels est partie de deux responsables de la JICA et celui de l'ONU Habitat vers le représentant du gouverneur de Kinshasa qui, à son tour, les a orientés vers la destination finale, la commune de Kimbanteke. Cette cérémonie principalement visait donc à mettre à disposition du comité local de sécurité de proximité de Kimbanteke du matériel nécessaire pour donc aller transformer le quartier d'un espace où il fait moins de sentiments de sécurité à plus de sentiments de sécurité en donc dotant les lampadaires, les coupes-coupes, les bachettes, les pelles, les pousse-pousse pour rendre le quartier propre. C'est une grande structure qui s'occupe de la protection de l'environnement. Comme on a remis les matériels, et cette structure sera là pour le suivi. De la même manière qu'on parle de la police qui fait le suivi, et la brigade également est là pour faire la même chose. Un protocole d'accord signé entre les partenaires internationaux de la JICA et de l'ONU Habitat, ainsi que les autorités locales, a servi de soubassement. Après le lancement à Kinshasa de la campagne J'aime ma ville, l'heure est à la préhension de ces projets dont l'enjeu est de redynamiser et favoriser l'attractivité des villes congolaises. C'est ce qui ressort de la rencontre du ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Tengete Lito, avec les maires de Lisala, Kindu, Kenge, Chikapa, Gemena et Mbandaka présents à Kinshasa. Les villes congolaises sont appelées à être attractives. En séance de travail avec les maires des 6 villes du pays, le ministre délégué à l'urbanisme Tengete Lito les a exhortés à s'approprier le projet les 15 juillet a saisi l'opportunité pour leur remettre des textes légaux relatifs à l'urbanisme et habitat ainsi que la feuille de route du ministère. Le ministre nous a invités pour pouvoir nous présenter sa vision. Quelle vision nous devons aussi dupliquer dans nos entités respectives. Sur cette question, nous avons profité pour pouvoir aussi présenter les préoccupations concernant nous, le maire, et nos entités. Nous avons reçu des instructions de la part du ministre. Nous également, nous avons présenté le problème qui est lié à l'assainissement de la ville, lié à l'urbanisation de la ville, aussi le banditisme qui gangrène nos villes respectives. Nous sommes très satisfaits. Le ministre a été disposé pour pouvoir nous écouter. Il était attentif pour pouvoir suivre nos requêtes. Donc nous sommes disposés pour pouvoir servir le gouvernement central à travers le ministre délégué en charge de la politique des villes et nous sommes là pour ça. Une organisation non gouvernementale baptisée Les Boucliers se propose d'accompagner le ministre délégué à l'urbanisme dans sa politique qui place l'homme au centre des actions. Propension de la loi de la force, c'est le nouvel ouvrage dont l'auteur est le professeur Mombo Sungu Joseph. Il a été porté sur le fonds baptismaux par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vonde. Images et commentaires. La propension à la force. Dans de nombreux contextes, qu'ils soient politiques, sociaux ou même scolaires, une tendance préoccupante refait surface. La propension à la loi de la force. Cette logique brutale qui constitue à imposer sa volonté par la violence, la répression ou encore l'intimidation prend lentement le pas sur le principe de droit, de dialogue et de justice. La loi de force, un ouvrage baptisé par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vonde, de cette culture où le plus fort a toujours raison
où les rapports sociaux se construisent sur la peur, où la parole s'efface devant le bateau. Qu'elles viennent de l'État, d'un groupe armé, d'une autorité scolaire ou même d'un citoyen lambda, la force devient un raccourci pour faire taire l'opposition, étouffer les revendications ou asseoir son autorité. Cette dérive n'est pas anodine, elle est souvent le reflet d'un manque de légitimité ou d'arguments solides, a confirmé le professeur Mombosungu Joseph. La RDC, notre pays, doit s'arrimer sur ces principes cardinaux de la loi de la force. Mais à quel prix l'approbation de la loi de la force fragilise les institutions, détruit la cohésion sociale et banalise l'injustice? Le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondé, explique. Je trouve que c'est un livre qui va pouvoir aider à notre pays à aller vers le développement en décourageant tout ce monde qui, à ce jour, prennent les armes pour vouloir s'arracher le pouvoir. Le véritable défi aujourd'hui est donc de réhabiliter la force de la loi face à la loi de la force. Cela passe par une justice indépendante, une police républicaine, une gouvernance transparente, mais aussi par une éducation aux valeurs humaines, civiques et démocratiques. L'actualité en province nous emmène au Kasaï où le gouverneur des provinces, Maître Crispin Mukendi, a reçu en audience le 17 juillet dernier l'association des administrateurs gestionnaires des institutions de la santé agissent en cycle, nous dit Lydia Famba. L'association des administrateurs gestionnaires des institutions de la santé agissent en cycle a présenté des civilités ce jeudi 17 juillet 2025 auprès du gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, dans sa résidence officielle. Occasion pour le président de l'AGIS, Jérôme Kaïbabou, de présenter à l'exécutif provincial la structuration et l'objectif de leur association. Jérôme Kaïbabou a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi pour son implication et son dévouement dans la recherche de la paix sur l'ensemble du territoire national et il a par ailleurs félicité le numéro 1 de la province du Kasaï pour ses engagements et réalisations accomplies depuis son accession à la tête de la province dans tout le secteur, particulièrement celui de la santé. Nous avons été voir son Excellence, monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, pour lui présenter nos civilités. L'impression est positive, dans le sens qu'il était très soucié de partager avec nous, comme c'est la première fois qu'il nous reçoit, et il était ému de nous présenter. Toujours au Kasaï, j'épargne aujourd'hui pour le bien-être et un avenir meilleur de ma famille. C'est le thème d'une campagne d'éducation financière organisée par Adam Smith International à travers le théâtre participatif dans les milieux ruraux. Franklin et Claire Kalombo nous en dit un peu plus. Dans les soucis d'échanger les comportements de la population vivant dans les différents villages de la province du Kasaï en matière d'épargne, la budgétisation du crédit et de la priorisation des dépenses, l'ONG ADRA, financé par le gouvernement américain à travers les projets Tudianzele, vient de lancer ce jour une campagne d'éducation financière à travers le théâtre participatif dans les zones de santé de Kanzala et Kamonia, activité pilotée par Adam Smith International. Simon Bachigé, chargé des interventions Adam Smith International, explique. L'objectif, c'est d'amener nos compatriotes, nos communautés à épargner, à bien gérer l'argent. Yannick Makambu Tambou, chargé des théâtres participatifs, parle de l'objectif poursuivi dans l'organisation de cette activité en milieu rural. Nous savons que beaucoup de gens n'épargnent pas. Beaucoup de gens gardent de l'argent dans des maisons. Alors nous voulons faire passer le message au travers les jeux pour leur permettre de changer ces comportements afin de promouvoir un développement durable. Notons que cette campagne s'inscrit pleinement dans la vision du projet Tudianzele qui place l'accès au capital au cœur du développement communautaire. J'épargne aujourd'hui pour le bien-être et un avenir meilleur de ma famille. Pendant cette très centrale, les personnes vivant avec albinisme dans le territoire des Dibaya viennent de bénéficier d'une assistance
dont du député national élu de la circonscription de Dibaya. Images et commentaires. Dans les territoires de Dibaya au Kasaï central, les personnes avec albinisme au centre des actions sociales du député national Ados Chitoko. Depuis qu'il est voté à Dibaya, cet élu ne cesse d'être proche de la population. Toutes ses activités sont orientées vers le social du peuple. Voilà pourquoi il a pris l'engagement de disponibiliser les kits de protection de la peau de nos concitoyens touchés par l'albinisme. Une nouvelle phase de distribution vient d'être lancée à Tchimboulou ce vendredi 18 juillet 2025 et va s'étendre dans tous les 5 secteurs qui composent le territoire de Dibaya. Les kits est composé de gels douche, lotions, poudres appropriées pour les soins et protection de la peau vulnérable. Nous sommes passionnés des enfants, à donner de l'espoir aux autres, à vivre aux côtés de ceux qui pensent qu'il n'y a personne qui s'est suicidé. Nous continuerons. Aujourd'hui, nous avons les appels qui viennent des territoires presque, pas la vie des Kananga. Celles, nous ne pouvons pas arriver. Voilà pourquoi j'appelle d'autres frères, d'autres sœurs qui ont des moyens partout, même au travers de la RDC, au travers le monde. Venez en aide. Et si vous passez par nous, sachez que votre aide va arriver à cette population. Il ne faut pas abandonner la population, il faut être là. Et c'est un amour qui rayonne au fond de nous et nous allons le faire autant que Dieu nous donne la vie. Les parents et membres des familles remercient l'élu de Dibaya, Ados Chitoko, témoignant qu'il y a amélioration de la peau de leurs enfants depuis que l'homme du peuple a entamé cette activité. Du Kouilou, plus précisément à Bandounouville où séjourne l'équipe de la mutuelle de santé des enseignants. Elle y est allée sensibiliser les enseignants à adhérer à cette structure sanitaire des prises en charge des enseignants et de leurs dépendants. Reportage. Une équipe de la mutuelle des santé des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, MSI, séjourne à Bandounouville, le Kouilou, depuis le 12 juillet 2025 en provenance de Kinshasa. Donc ce mercredi 16 juillet 2025, l'équipe de la MSI a organisé une rencontre de sensibilisation dans la salle de réunion de cadre paquet avec les délégués syndicaux des différentes structures des enseignants en vue de son implantation dans les Kouilou. En prépare à ces assises, Madame le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Romaine Koulapa, le prophète Hervé Mungueta, l'IPP Roland Kinzini et tant d'autres personnalités du secteur de l'enseignement. Tour à tour, les autorités de l'éducation nationale présentes dans la salle ont pris parole pour saluer la présence de l'équipe de la mutuelle venue de Kinshasa d'avoir pensé aux enseignants de la province du Kouilou. Ensuite, le docteur Rosimbi, coordonnateur médecin national de la mutuelle, a expliqué les processus d'accès aux soins de santé et dans les structures sanitaires choisies pour la prise en charge des enseignants malades. La séance est clôturée par le jeu des questions-réponses. À la fin, la révérende sœur Marie-Faustine Beleko, secrétaire exécutif national de la mutuelle, s'est exprimée devant la presse par ses propos. Nous venons de rencontrer les enseignants du Kouilou parce que nous sommes venus pour eux. Nous sommes en train de travailler à la mutuelle pour eux et ce sont eux en réalité notre employeur. C'est l'enseignant congolais qui est notre employeur. Alors, comme c'est la première fois que nous arrivons ici, nous sommes venus à leur rencontre pour leur expliquer le bien fondé de la mutuelle, comment elle fonctionne, comment peuvent-ils s'en approprier. Signalons que la mutuelle de la santé des enseignants est la bienvenue dans la province du Kouilou. Direction Ituri à présent, les travaux de génie civil et de construction des routes, la RN27 long de 285 km sera asphaltée dans les territoires Djougou et Mahagi. Les forces vives de la province s'engagent à accompagner la société Gold News Africa dans cette modernisation. Regardez. Les différentes composantes de la société civile, aux côtés des opérateurs économiques réunis, les différentes communautés de l'Ituri, les députés nationaux et provinciaux et autres couches sociales ont été mises en jour sur la pertinence du projet de la modernisation de la RN27 par la société Good News Africa et son partenaire des Congo EV Logistique. En effet, cette modernisation consistera notamment à asphalter cette route longue de 258 km partant des Komanda jusqu'à Mahagi. Au finish, il sera sanctionné par l'installation d'un système de péage et de paysage moderne par la firme sud-africaine Tolink qui a projeté ces projets devant ces différentes couches sociales. Satisfaits de l'idée, les participants ont exprimé leur souhait de voir ces projets se matérialiser. Ces projets, c'est parmi les projets qui va aussi
accompagner la province dans la paix. Nous, la population, tous, nous allons nous impliquer dans la sensibilisation et dans la conscientisation. L'Ituri a besoin de la contribution de tout et chacun pour la paix. Plusieurs questions et recommandations ont été adressées au directeur général des Good News Africa et ses partenaires pour une matérialisation effective de ces projets d'intérêt communautaire. Baïmou Kabassara Aurélien a garanti sa détermination de moderniser cette route nationale au standard international malgré les différents défis. Chers compatriotes, l'introduction du système de péage moderne sur la route nationale numéro 27 n'est pas une mesure contre vous. C'est une mesure pour nous tous. Et aussi, c'est pour notre intégration et adaptation à la mondialisation. Conformément à la philosophie du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, les ingénieurs sud-africains des Tolink ont mené les études de faisabilité sur la RN27 en parcourant cette route de commande jusqu'à la frontière d'Anzida. Nous sommes en territoire de Magui. Objectif, palper du doigt les réalités techniques. Dans le Lualaba, la chef de secteur des Luilou, Betty Kiando Katoke, elle, a échangé avec une délégation de l'Office des routes, avec à sa tête son président du conseil d'administration, Dieudonné Chingombe. Cette délégation a effectué une visite d'inspection sur les chantiers d'asphaltage de plus de 2 km à Lualaba, Mumpaja. Regardez. En visite de travail dans la province du Lualaba, la délégation de l'Office des routes, conduite par son président du conseil d'administration, Dieudonné Chingombe Kongolo, a été reçue ce jeudi 17 juillet 2025 par la chef des secteurs Lulu, Betty Kiando Katoke, dans son cabinet de travail. Après une séance de travail à huis clos, la chef des secteurs et ses hôtes ont effectué une descente sur le terrain pour inspecter les travaux d'asphaltage des plus de 2 km des routes dans l'agglomération de Lualaba-Muponja. Ces travaux exécutés sur financement propre du secteur des Lulu sont sous contrôle technique de l'Office des routes. Placé sous la conduite de Fiston Sungu, secrétaire permanent de la cellule de gestion et passation de marchés publics, cette visite d'inspection visait à évaluer la conformité des travaux réalisés selon les normes en vigueur. Le secteur de Lulu a décidé d'asphalter ce tronçon. Maman chef de secteur a exigé ou a demandé l'expertise de l'Office de route pour s'assurer de la conformité du travail qui est fait. C'est pourquoi nous travaillons, l'Office de route, direction provinciale du Lualaba, travaille pour contrôler la conformité. Durant cette visite, le directeur provincial de l'Office des routes au Lualaba, Joseph Yambi, a indiqué que la présence du président du conseil d'administration à Luilou s'inscrit dans une démarche stratégique de renforcement du partenariat entre son institution et les secteurs des Luilou. Une synergie qui vise à soutenir les efforts de développement rural à travers des infrastructures routières de qualité, conditions essentielles à la mobilité et à l'économie locale. L'optique de booster les axes phares du commerce transfrontalier, voilà. Dans la partie est du pays, le vice-gouverneur du Sud Kivu a échangé avec les membres du comité régional du projet de la facilitation du commerce extérieur en vue de quoi. Eric Kabamba nous en dit un peu plus. Mardi 15 juillet 2025, les travaux de la deuxième journée de la réunion du comité régional des coordinations du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac se sont poursuivis à Lusaka en Zambie. La délégation du Sud Kivu, conduite par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano, a entamé la journée par une visite de courtoisie à l'ambassadeur de la RDC en Zambie, Didier Bapaga. L'ambassadeur s'est réjoui de recevoir ses compatriotes et a échangé avec eux sur la situation sécuritaire préoccupante en RDC. Il a saisi l'occasion pour féliciter le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, le vice-gouverneur Ilakano, ainsi que l'ensemble du gouvernement provincial du Sud Kivu pour leur résilience face à l'agression que subit le pays. C'est l'occasion de prime abord de rendre hommage au chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis à ce que l'Est, la République démocratique du Congo, je dirais ici le Nord et le Sud Kivu puissent espérer enfin voir des projets concrets à impact visible. Sur les plans techniques, cette deuxième journée a été marquée par la rédaction, la présentation et l'adoption du rapport
des travaux. Après amendement, les documents ont été adoptés à l'unanimité par les participants dans une ambiance de satisfaction générale. Les travaux, débutés à 8 h, se sont poursuivis jusqu'à 22h30, démontrant l'engagement de délégation pour les succès de ces projets régionaux. Le rapport final a été signé le mercredi 16 juillet 2025 par le chef de délégation. Politique. Les jeunes de l'UDPS se sont réunis le samedi dernier pour une matinée d'échange axée sur le patriotisme et l'entrepreneuriat, une initiative citoyenne qui vise à renforcer l'engagement des jeunes dans la reconstruction du pays. Patricia Oum, commentaire. Patriotisme et entrepreneuriat, deux piliers autour desquels les jeunes de l'UDPS Funa que dirige Prince Mukendi, en collaboration avec la structure Congo Conscience, se sont retrouvés le samedi dernier lors d'une matinée d'échange. Une initiative portée par la jeunesse du parti, soucieuse de contribuer activement au développement du pays. Dans une ambiance sociale mais engagée, les discussions ont tourné autour l'importance de l'amour de la patrie, du respect des institutions et de la responsabilité citoyenne des jeunes face aux défis nationaux. L'autre temps fort de la rencontre, des témoignages et conseils pratiques ont été partagés pour encourager les jeunes à créer leur propre activité, comme levier l'autonomisation et de lutter contre le chômage. Les organisateurs ont salué l'esprit d'initiative de cette jeunesse engagée, déterminée à faire entendre sa voix au service du progrès et de la stabilité nationale. Un mot de sport dans ce journal avec du football. L'AS Simba de Kolwezi est sacré vainqueur de la Coupe du Congo de football grâce à sa victoire hier dimanche au stade des Martyrs par 1-0 contre FCMK de Kinshasa. Cette finale s'est jouée devant le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo qui a représenté le président de la République. Je vous prie plutôt de suivre à présent l'ambiance qui a régné après cette finale. Oh là là, l'ouverture du score! Difficile de retenir la joie de la population lolabaise qui, dans la soirée, a pris la direction de la résidence de la gouverneure du Lualaba, présidente du comité sportif de l'AS Simba. Ils sont arrivés chantant et dansant à l'honneur de Marie-Thérèse Masuka Saini et du premier sportif de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini a eu sur place un appel vidéo avec son équipe, coupe en main, célébrant ce triomphe. Elle a convié tout le monde à préparer un accueil triomphal pour ces champions de la Coupe du Président, ayant également décroché le ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Ce sont nos enfants wanatuangazia. Ninapenda kila mtu anatoka kwabo na familia yake, kichange shebote mafami tayala kwa aeroport, tayala mubalabala, batatembea Kolwezi mzima, Fungurume, Muchacha, Lubuti, Bilolo, Sandoa, Kapanga. Tout porte à croire que Marie-Thérèse Masuka Saini ne réussit pas seulement à faire rayonner la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la province cobaltifère, mais elle est également un modèle de management qui réussit, même dans le sport. Marie-Reine Nzeba nous fait revivre en image le reportage relatif à la marche de santé organisée le samedi dernier par le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabeya Eli Léon. Regardez. La profession de magistrat exige de passer de longues heures assises, ce qui expose à un risque de santé. Pour pallier à cela et prévenir les maladies diverses induites par la sédentarité, le premier président de la Cour de cassation a initié une marche de santé pour tous les magistrats. Près de 50 magistrats ont répondu à cet appel. Point de départ, le siège de la Cour de cassation à 8 heures. À la tête de la marche, le premier président Ndomba Kabeya Eli Léon, à ses côtés, le secrétaire permanent
président du Conseil supérieur de la magistrature et d'autres collègues aux magistrats. Il prolonge l'avenue du Palais de la Nation, passe devant le Pullman Hotel pour enfin se retrouver sur le boulevard du 30 juin. Ensemble, le marcheur progresse jusqu'au point de chute, l'église Notre-Dame de Fatima. Là-bas, les deux doyens de la marche sont applaudis par tous. Le plus âgé de tous, qui a pu tenir près de 2 heures de marche et parcourir environ 15 km, s'exprime. J'en profite pour dire que c'est lui qui a réhabilité la Cour de cassation. Nous le remercions pour ça. Pour ce qui est de la marche, je le remercie pour le gardement. Pourquoi? On croyait, on pensait que moi je ne peux pas faire la marche. La preuve est là. Les données sont les faits. J'ai fait la marche comme tout le monde et je suis arrivé. C'est au tour d'un repas de famille que s'achève cet exercice physique. Le rendez-vous est pris pour une prochaine fois. Ils ont marché durant 2 heures et ont parcouru près de 15 km. Ils étaient accompagnés d'une équipe médicale en vue de prendre en charge le faible. Durant la marche, aucun incident. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou s'est fait le devoir de sélectionner et commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 21 juillet 2025. Accord RDC 1.23, la déclaration de principe saluée à l'unanimité rapporte le potentiel. Les réactions tombent après la signature samedi 19 juillet 2025 à Doha, capitale du Qatar, après la déclaration de principe entre le gouvernement congolais et la rébellion du 1.23 AFC. Dans une déclaration faite sur ses réseaux sociaux, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain et envoyé spécial du président Donald Trump, salue cet engagement qui constitue selon lui une étape importante vers la résolution de conflits sécuritaires à l'est de la RDC. Dans la foulée, Boulos reconnaît la détermination du Qatar dans la stabilisation de la situation sécuritaire en RDC et appelle les parties prenantes à poursuivre les avancées diplomatiques pour assurer une gouvernance inclusive et de garantir le retour sécurisé des personnes déplacées. Sur les lignes rouges, Patrick Mouyaya se montre clair. Doha, la RDC ne cède rien, elle impose ses principes, révèle Info27.cd. Alors que certains s'obstinent à présenter la déclaration de principe de Doha comme une réédition, Kinshasa affirme avec force qu'il s'agit d'un tournant stratégique au service de la paix. Pour Patrick Mouyaya, la RDC ne recule pas, elle impose ses conditions encadrées par la Constitution, le droit international et les résolutions onusiennes. Retrait du 1.23, restauration de l'autorité de l'État, protection des civils, les lignes rouges restent intactes. Kinshasa et AFC 1.23 prévoient de signer un accord global de paix le 17 août à Doha. Livraison de Radio Okapi, reprise par Econews. Le gouvernement congolais et la rébellion AFC 1.23 s'apprêtent à sceller un accord global de paix le 17 août à Doha, suivant la déclaration de principe signée le 19 juillet sous médiation qatari. Selon Radio Okapi, les négociations formelles débutent le 8 août, tandis que les premières mesures, dont un cessez-le-feu permanent, entrent en vigueur dès le 29 juillet prochain. Malgré la déclaration de paix de Doha, violents affrontements à Uvira au sud Kivu, titre le quotidien. Des combats d'une rare intensité secouent à nouveau depuis samedi 18 juillet les hauts plateaux d'Uvira, précisément à Roux-des-Fouets dans le groupement Kigoma, chaufferie de Bafoluiru. Les milices Ouazalindo affrontent depuis plusieurs jours les rebelles Twirwanéo et Red Tabara, alliés du 1.23 AFC. Cette situation relance les tensions dans cette zone déjà fragilisée par des années d'insécurité et des violences récurrentes. Dans ce journal, Jacques Mokaleng Makal, journaliste à la RTNC et ancien professionnel des médias détaché